Un matin de décembre, quelque part dans l'Europe médiévale. Un marchand se tient au bord d'une rivière gelée. La brume s'élève lentement de la surface d'un blanc laiteux, s'enroulant autour de ses jambes, comme des doigts fantômes. Il enfonce son bâton de marche dans la glace. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le son résonne dans l'air glacial, net et clair comme le tintement d'une cloche lointaine. De l'autre côté, à peine visible à travers le brouillard qui danse, son village natal l'attend. Les lumières des foyers scintillent faiblement. Il peut presque sentir la chaleur du feu, presque entendre les voix de sa femme et de ses enfants. Mais entre lui et chez lui, entre le froid et la chaleur, entre la solitude et la famille, il y a cette étendue de glace qui craque doucement, mystérieusement. Va-t-il traverser maintenant? Ou attendre? 1 heure de plus? Un jour? Une semaine? Cette décision pourrait lui sauver la vie, ou lui coûter tout ce qu'il possède. Son cœur bat fort, ses mains tremblent, et pas seulement de froid. C'est la peur rationnelle d'un homme qui a vu d'autres disparaître sous la glace. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment les peuples médiévaux ont transformé les rivières gelées, ces pièges mortels, en véritables autoroutes d'hiver. Nous allons révéler les règles non écrites qui séparaient les survivants des victimes, explorer les technologies transmises de génération en génération, et voyager depuis l'Angleterre jusqu'en Russie pour comprendre comment la glace a façonné la vie médiévale. Sans thermomètre, sans formule mathématique, sans manuel scientifique, comment savaient-ils quand la glace était sûre? Quelle connaissance empirique leur sauvait la vie? Et pourquoi, paradoxalement, l'hiver était-il parfois plus rapide que l'été pour voyager? Suivez-moi dans ce monde caché de la survie hivernale médiévale, où l'adaptation signifiait la prospérité et l'ignorance signifiait la mort. Vers l'an 1300, le climat européen entreprit une transformation dramatique. Les températures commencèrent à chuter, les hivers se prolongèrent, et les rivières qui coulaient librement depuis des siècles se figèrent sous des couches de glace de plus en plus épaisses. Ce phénomène, que nous appelons aujourd'hui le petit âge glaciaire, allait durer jusqu'au milieu du XIXe siècle, plus de 500 ans pendant lesquels l'Europe grelottait. Pendant les phases les plus froides de cette période, les températures hivernales moyennes chutèrent de 2 degrés Celsius par rapport à nos températures actuelles. 2 degrés. Cela ne semble pas énorme, n'est-ce pas? Détrompez-vous. Ces 2 degrés transformèrent radicalement le paysage européen. Les grandes artères fluviales du continent, le Rhin, la Tamise, le Rhône, le Danube, se gelaient solidement entre décembre et mars. Même la mer Baltique, cette vaste étendue d'eau salée, se transforma en plaine de glace lors des hivers de 1303 et de 1306 à 1307. Les chroniques médiévales regorgent de descriptions de ces hivers extraordinaires. En 874, les annales de Fulda rapportent que le Rhin et la Moselle étaient tellement encombrés de glace que des gens et des animaux moururent gelés. L'hiver de 1363 à 1364 fut particulièrement remarquable. Près de Mayence, le Rhin resta pris dans les glaces pendant 70 jours consécutifs. Les habitants de Cologne, loin de se laisser décourager, organisèrent un marché entier sur la surface gelée du fleuve. Imaginez cette scène. Des dizaines de marchands, leurs étals installés sur la glace, les clients qui marchaient prudemment entre les marchandises, le tout sur ce qui, quelques mois plus tôt, était une voie navigable animée. L'année 1359 apporta une catastrophe à Bologne. On enregistra plus de 5 mètres de neige, une accumulation presque inimaginable qui paralysa complètement la ville. En 1389, la Lozère subit des chutes de neige qui détruisirent des bergeries.
Entre 1400 et 1831, la Tamise gela 24 hivers distincts. Lors de l'hiver extrême de 1683 à 1688, les mares se gelèrent sur près de 50 cm d'épaisseur, et la Tamise elle-même portait une couche de glace d'environ 30 cm. La portée géographique de ce refroidissement était stupéfiante. De la Tamise anglaise à la Volga russe, des côtes baltiques à la lagune vénitienne, l'emprise du gel s'étendait partout. L'Europe était véritablement entrée dans une nouvelle ère climatique. Or voilà que cette transformation climatique créa un paradoxe fascinant. Les rivières gelées devenaient simultanément une menace et une opportunité. Leur gel perturbait le commerce traditionnel par bateau, coupait les routes commerciales établies, isolait les communautés. Pourtant, pour ceux qui maîtrisaient l'art de la glace, ces mêmes rivières offraient quelque chose d'extraordinaire. Des autoroutes d'hiver plus rapides et plus directes que les chemins boueux de l'été. Cette dualité définissait l'expérience médiévale de l'hiver. Ceux qui développèrent des compétences sur glace prospérèrent. Ils maintinrent leurs réseaux commerciaux, préservèrent la communication entre les villages, exploitèrent même des avantages stratégiques pendant les campagnes militaires. En revanche, ceux qui ne maîtrisèrent pas ces compétences faisaient face à l'isolement, à la famine et parfois à la mort. La glace ne faisait pas de distinction entre riches et pauvres, elle récompensait les compétents et punissait les ignorants avec une impartialité absolue. Mais comment les peuples médiévaux savaient-ils quand la glace était suffisamment épaisse pour supporter leur poids? Quels signes recherchaient-ils? Quelle connaissance séparait la vie de la mort sur ces rivières gelées? Les gens du Moyen Âge ne possédaient ni thermomètre, ni formule mathématique, ni traité scientifique sur la physique de la glace. Pourtant, ils développèrent une compréhension empirique remarquablement sophistiquée de ce phénomène naturel. Cette connaissance se construisit lentement à travers des siècles d'observations minutieuses, d'essais prudents, d'erreurs tragiques et de succès durement gagnés. Elle se transmettait oralement de génération en génération, chaque famille ajoutant ses propres observations au corpus collectif de sagesse. La première et peut-être la plus cruciale distinction concernait la couleur et la transparence de la glace. Regardons de plus près cette différence vitale. La glace claire et bleue, celle qui permettait de voir à travers jusqu'à l'eau sombre en dessous, représentait la glace la plus solide. Cette glace se formait lentement, de bas en haut, permettant aux bulles d'air de s'échapper progressivement. Sa structure cristalline dense pouvait supporter un poids considérable. En revanche, la glace blanche et opaque, celle qui ressemblait à de la neige compactée, n'était que la moitié aussi résistante. Cette glace de neige se formait lorsque la neige tombait sur la surface et gelait rapidement, emprisonnant d'innombrables poches d'air qui affaiblissaient sa structure. La science moderne confirme ce que les médiévaux savaient par expérience. La glace claire est effectivement 2 fois plus solide que la glace blanche. Mais eux ne le savaient pas par calcul. Ils le savaient parce que leurs ancêtres avaient traversé et parfois péri sur ces surfaces gelées. Chaque mort par noyade dans une rivière gelée constituait une leçon cruelle pour la communauté survivante. Ensuite venait la question de l'épaisseur. Quelle épaisseur de glace était nécessaire pour traverser en toute sécurité? À travers l'Europe, des règles populaires émergèrent avec des variations régionales, mais certains principes restaient universels. 10 cm, c'était le minimum absolu pour qu'une personne puisse marcher sur la glace. Cette règle, largement citée dans le savoir traditionnel, correspondait étonnamment bien aux calculs scientifiques ultérieurs. 18 cm permettaient à un groupe de personnes de traverser ensemble ou à un cheval portant une charge légère. 30 cm ou plus
autorisait le passage de lourds traîneaux chargés de marchandises. En dessous de 10 centimètres, c'était une sentence de mort. Aucune exception. Mais comment mesuraient-ils cette épaisseur sans outils modernes? C'est là que leur technique de test révèle toute leur ingéniosité. La méthode du bâton ou de la perche constituait l'approche la plus répandue. Un voyageur s'approchait prudemment du bord de la rivière et frappait la glace fermement avec un bâton de bois ou une tige de fer. Il écoutait attentivement le son produit. Un bruit sourd et solide indiquait une bonne glace épaisse. Un craquement creux ou un son étrange signalait le danger. Ensuite, il avançait de quelques pas, testait à nouveau, avançait encore, testait encore. Ce n'était pas un contrôle unique, mais un processus continu, répété à chaque étape du voyage. L'inspection visuelle complétait le test sonore. Des fissures visibles, des dépressions dans la surface, ou des zones où l'eau semblait sombrer sous la glace. Tous ces signes indiquaient des points faibles à éviter absolument. Mais la glace ne parlait pas seulement aux yeux et aux oreilles. Elle parlait aussi à ceux qui savaient écouter ses murmures et ses gémissements. La glace vivante, car c'est ainsi que les médiévaux la percevaient, produisait constamment des sons. Des grincements, des grognements musicaux, des craquements aigus. Les voyageurs expérimentés apprirent à interpréter cette symphonie glaciale. Un ton musical et régulier signifiait souvent que la glace se dilatait en raison d'un froid accru, généralement bon signe. Un craquement soudain et aigu? Danger imminent. L'importance capitale de la connaissance locale ne peut être surestimée. Chaque rivière possédait son propre caractère, influencé par la vitesse du courant, la profondeur de l'eau, la composition du fond. La même rivière présentait des conditions différentes selon l'endroit. Les habitants locaux connaissaient les zones dangereuses, les sources chaudes souterraines qui empêchèrent la glace de s'épaissir correctement, les courants rapides invisibles qui créaient des plaques minces, les zones où la profondeur changeait brusquement. Un dicton médiéval résumait cette sagesse. Ne fais jamais confiance à une carte, demande à un habitant. Les rivières changeaient également de cours au fil du temps, rendant les traversées d'hier potentiellement dangereuses aujourd'hui. Qu'est-ce que les médiévaux ne savaient pas? Ils ignoraient les formules précises de capacité portante développées par Gold dans les années 1960. Ils ne connaissaient pas les principes scientifiques de la formation des cristaux de glace. Ils ne comprenaient pas que les fluctuations de température affaiblissaient la structure cristalline de la glace. Pourtant, et c'est là que leur génie empirique brille, leur connaissance pratique était remarquablement précise. Les règles transmises oralement correspondaient presque exactement à ce que la science confirmerait des siècles plus tard. Savoir que la glace était sûre constituait la première étape essentielle. Mais comment la traverser? Quelles techniques spécifiques gardaient les gens en vie? Quelles règles séparaient les survivants aguerris des victimes malheureuses? Imaginez-vous debout au bord d'une rivière gelée, votre souffle formant des nuages de vapeur dans l'air glacial. Devant vous s'étend cette surface blanche qui promet soit un raccourci vers votre destination, soit une mort rapide dans l'eau glacée. Quelles règles suivriez-vous? Les médiévaux, à force d'expériences souvent tragiques, développèrent un ensemble de principes qui maximisaient leurs chances de survie. Ces règles n'étaient pas écrites dans des manuels. Elles se transmettaient de parents à enfants, de maîtres à apprentis, de survivants à novices. Règle numéro 1, celle qui primait sur toutes les autres. Tester avant de faire confiance. Ne présumez jamais que la glace est sûre, même si d'autres l'ont traversée la veille. Les conditions changeaient constamment. Un léger réchauffement nocturne, une source souterraine qui se mettait à couler, une fissure qui s'élargissait progressivement. Le rituel de test commençait au bord même de la rivière.
Vous vous approchiez avec prudence, votre bâton ou perche à la main. Vous frappiez fermement la glace devant vous. Vous écoutiez. Vous observiez. Puis vous avanciez de quelques pas seulement, et vous recommenciez. Ce processus continuait durant toute la traversée. Chaque mètre exigeait sa propre vérification. La monotonie de cette méthode sauvait des vies. La deuxième règle concernait la répartition du poids. Marchez, ne courez jamais. Faites glisser vos pieds plutôt que de les lever pour faire des pas francs. Cette démarche, que nous pourrions aujourd'hui appeler la marche du pingouin, distribuait votre poids plus uniformément et réduisait l'impact de chaque mouvement. Et si, malgré toutes vos précautions, vous entendiez ce craquement sinistre sous vos pieds, votre réaction dans les 3 secondes suivantes déterminait votre sort. Ne courez surtout pas. Courir concentre tout votre poids sur une petite zone et garantit presque la rupture de la glace. Au lieu de cela, laissez-vous tomber immédiatement à plat ventre. Étendez vos bras et vos jambes comme une étoile de mer. Cette position répartit votre poids sur une surface maximale. Ensuite, roulez ou glissez lentement vers la glace solide. Et par-dessus tout, retournez par le chemin que vous avez emprunté. Cette glace a déjà prouvé qu'elle pouvait supporter votre poids. Ne voyagez jamais seul. Voilà la 3e règle fondamentale. Un compagnon pouvait faire la différence entre la vie et la mort. Si l'un tombait à travers la glace, l'autre pouvait tenter un sauvetage. Les preuves archéologiques suggèrent que les voyageurs s'attachaient parfois ensemble avec une corde, maintenant une distance de sécurité entre eux. Lors d'un sauvetage, le compagnon devait rester sur la glace solide, s'allonger pour répartir son poids et tendre une perche ou une corde à la victime. S'approcher trop près du trou signifiait souvent 2 noyés au lieu d'1. La 4e règle exigeait une connaissance intime de la météo récente. Un coup de froid récent signifiait que la glace s'épaississait, plus sûre. Une période de temps doux indiquait que la glace s'affaiblissait. Dangereux. Le soleil de jour faisait fondre la surface. Par conséquent, le meilleur moment pour traverser était tôt le matin après une nuit froide, quand la glace avait regagné de la solidité. Évitez absolument la fin d'après-midi, quand le soleil avait eu toute la journée pour réchauffer et affaiblir la structure. Suivez le chemin éprouvé. La 5e règle. Cherchez des traces, des routes établies sur la glace. Le succès des autres indiquait votre propre sécurité potentielle. Cependant, cette règle venait avec un avertissement crucial. Testez toujours vous-même, car les conditions changent. Évitez les dangers évidents. 6e règle, qui semble simple mais exigeait de l'attention. Le son de l'eau courante sous la glace signalait une zone dangereuse où le courant empêchait la formation de glace épaisse. La couverture neigeuse créait un problème paradoxal. Elle isolait la glace en dessous, ce qui était bon, mais cachait aussi les fissures et les points faibles, ce qui était mauvais. Les voyageurs prudents balayaient la neige pour inspecter la glace avant de traverser. Les coudes des rivières, où le courant s'accélérait, produisaient presque toujours de la glace plus mince. Habillez-vous pour l'immersion. 7e règle qui reflétait un pragmatisme sombre. La laine, pas le lin. La laine retenait une certaine chaleur même mouillée, offrant quelques minutes précieuses de plus pour le sauvetage. Les riches portèrent des fourrures en couches externes qui offraient une résistance à l'eau. Retirez votre sac à dos lourd avant de traverser. Vous pourrez le récupérer plus tard si vous survivez. Les crampons, ces pointes de fer attachées aux chaussures, offraient une adhérence sûre sur la glace glissante. Des trouvailles archéologiques à Staraya Ladoga confirment l'utilisation généralisée de cette technologie essentielle. Le timing était tout. 8e règle. Traverser au point le plus étroit de la rivière pour minimiser la distance et donc le risque. La mi-hiver, en janvier et février, offrait généralement la glace la plus épaisse. Le début de l'hiver, en novembre et décembre,
voyaient encore la glace se former progressivement. La fin de l'hiver, en mars et avril, apportait le dégel insidieux. Et puis il y avait la règle non écrite, peut-être la plus importante. En cas de doute, ne traversez pas. Le retard signifiait l'inconvénient. La noyade signifiait la mort. Mieux valait arriver un jour en retard que ne jamais arriver du tout. Les villageois qui rentraient chez eux en disant « j'ai attendu » étaient respectés. Ceux qui prenaient des risques insensés soit devenaient des héros rarement, soit des exemples funestes fréquemment. Quelles étaient les conséquences de briser ces règles? L'hypothermie, bien que non comprise médicalement jusqu'au XXe siècle, tuait rapidement. Les médiévaux utilisaient le terme « mort par eau froide » plutôt que « hypothermie », mais le résultat était le même. La noyade dans les rivières gelées était particulièrement rapide. Le choc du froid, les vêtements lourds qui se gorgeaient d'eau et tiraient vers le bas, les mouvements maladroits dans la panique. Les chroniques rapportent l'incident d'une pèlerine sur le Rhône qui survécut à sa chute à travers la glace, mais perdit tous ses biens. Ses compagnons de voyage, eux, périrent. Ces règles gardaient les individus en vie, oui. Mais les rivières gelées étaient bien plus que des obstacles à survivre. Pour ceux qui maîtrisaient ces compétences, elles devenaient quelque chose d'extraordinaire, des autoroutes qui transformaient l'hiver médiéval. Voici un paradoxe qui aurait surpris n'importe quel voyageur moderne. Dans de vastes régions de l'Europe médiévale, l'hiver était souvent plus rapide que l'été pour voyager. Les itinéraires médiévaux le documentaient explicitement, distinguant entre le chemin d'été et le chemin d'hiver. En fonction de la région et de l'itinéraire, les routes d'hiver pouvaient réduire le temps de voyage d'un tiers, voire de 2 tiers. Comment est-ce possible? La réponse se trouve dans l'ennemi le plus redoutable du voyageur médiéval. Non pas les montagnes, non pas les forêts épaisses, mais la boue. Considérez les défis de l'été médiéval. Les routes non pavées se transformaient en fosses de boue dès la moindre pluie. L'hiver de 1395 à 1396 offre un exemple particulièrement parlant. La route entre Menin et Lille devint un bain de boue visqueux complètement impraticable. Les charrettes s'enlisaient jusqu'aux essieux. Les chevaux s'épuisaient à tirer des charges à travers la fange épaisse. Les voyageurs devaient faire des détours considérables pour contourner les marais et les zones inondées. Les rivières nécessitaient des traversées en ferry, lentes, coûteuses et de capacité limitée. Un voyage qui paraissait direct sur une carte médiévale devenait un labyrinthe tortueux de compromis et de frustration dans la réalité estivale. Or voilà que l'hiver offrait une solution élégante. Les rivières gelées devenaient plates, droites et solides. Plus de boue, plus d'obstacles, plus de détours interminables. Ces autoroutes de glace traçaient des routes directes à travers le paysage. Ce qui prenait des jours ou des semaines en été pouvait s'accomplir en une fraction du temps sur la glace. Les archives de la Russie médiévale fournissent des données remarquables sur ces vitesses de déplacement. Le voyage en traîneau pouvait atteindre jusqu'à 150 km par jour, une vitesse stupéfiante pour l'époque. Le trajet de Novgorod à Gnezdovo prenait de 7 à 10 jours en traîneau, contre 30 jours par bateau en été. 3 fois plus rapide. Les preuves archéologiques confirment cette pratique. De nombreux traîneaux ont été découverts dans les fouilles de Novgorod, témoignant de leur importance dans la vie médiévale de la période viking tardive. Ces vitesses transformèrent les routes commerciales de l'Europe du Nord. La célèbre route des Varègues aux Grecs, qui reliait la Scandinavie à l'Empire byzantin via la Rousse de Kiev, s'activait différemment selon les saisons. Des routes impraticables en été devenaient soudainement accessibles l'hiver. Les marchands chronométraient leur voyage pour profiter de la saison gelée. En Livonie, dans la région baltique,
les routes d'hiver sur les rivières et les lacs gelés donnaient aux commerçants du Nord un avantage considérable sur leurs concurrents du sud de l'Europe. Pour l'Europe septentrionale, l'hiver signifiait opportunité. Pour l'Europe méridionale, il signifiait arrêt complet. Le système du traîneau méritait cette confiance. Regardons de plus près pourquoi cette technologie fonctionnait si bien sur la glace. La répartition du poids constituait l'avantage clé. Les patins du traîneau étalèrent la charge sur une plus grande surface que les roues d'une charrette. Cela signifiait qu'un traîneau nécessitait moins d'épaisseur de glace qu'une personne marchant. Paradoxalement, vous pouviez transporter plus en risquant moins. Les trouvailles archéologiques révèlent des conceptions de traîneaux remarquablement sophistiquées. Patins courbés pour réduire la friction, joints renforcés pour supporter les charges lourdes, système d'attache pour sécuriser le fardeau. Ces traîneaux n'étaient pas des outils primitifs, mais plutôt le fruit d'une réflexion d'ingénierie affinée sur des générations. Les chevaux tiraient ces traîneaux, mais eux aussi nécessitaient une adaptation spéciale. Des crampons, des pointes de fer attachées au fer à cheval, donnaient aux chevaux l'adhérence nécessaire sur la surface glacée. Les fouilles archéologiques de Staraya Ladoga ont découvert ces crampons spéciaux, confirmant leur utilisation généralisée. Sans ces dispositifs, un cheval sur la glace était aussi impuissant qu'un voyageur sur des patins à roulettes sur une patinoire moderne. L'impact économique de ces autoroutes glacées se répercutait à travers toute la société. Les villes situées sur les grandes rivières connaissaient une prospérité hivernale. Les routes glacées connectaient des communautés isolées. Les marchandises qui ne pouvaient pas bouger dans la boue estivale se déplaçaient aisément sur la glace. Fourrures de qualité supérieure piégées dans le froid, bois d'œuvre qui glissait facilement sur la glace, grains préservés par les températures basses, poissons congelés naturellement qui voyageaient beaucoup plus loin qu'en été, et lourds articles métalliques, outils, armes, clous, qui auraient été impossibles à transporter dans les chemins boueux, mais qui glissaient sans effort sur des traîneaux. Le ski n'était pas un loisir pour les peuples du Nord médiéval. C'était une technologie de survie aussi essentielle que le feu ou l'abri. Mettez-vous à leur place un instant. Vous vous tenez devant une forêt couverte d'1 mètre de neige fraîche. Sans ski, chaque pas vous enfonce jusqu'à la taille. Vous vous épuisez en quelques minutes, brûlant une énergie précieuse que vous ne pouvez pas vous permettre de gaspiller. La sueur vous trempe, puis gèle lorsque vous vous arrêtez. L'hypothermie vous guette. Voilà pourquoi les mauvais skieurs en Scandinavie et en Russie médiévale ne restaient pas simplement à la maison par commodité. Ils risquaient la famine et la mort. Le principe physique derrière le ski est élégant dans sa simplicité. Distribuez votre poids sur une surface beaucoup plus grande. Au lieu de concentrer vos 70 kg sur 2 empreintes de pied, vous les étalez sur 2 longues planches. La pression par centimètre carré diminue dramatiquement. Vous restez au-dessus de la neige, au lieu de vous y enfoncer. Cette différence simple transformait l'hiver de prison en terrain de voyage. Les Vikings utilisaient les skis pour des fonctions essentielles. La chasse silencieuse, le voyage longue distance entre les établissements lorsque les routes devenaient impraticables, et l'accès aux forêts et à la toundra qui seraient autrement inaccessibles. L'apprentissage du ski commençait dans l'enfance. Ce n'était pas une compétence optionnelle, mais une nécessité de vie. Les patins à glace servaient une fonction différente, mais tout aussi vitale. Sculptés dans des os d'animaux, cheval, bétail ou cerf, et attachés aux bottes avec des lanières de cuir, ces patins primitifs permettaient un déplacement rapide à travers les surfaces gelées. Les patins servaient à la pêche hivernale, permettant aux pêcheurs d'atteindre rapidement les trous de pêche sur les lacs gelés. Ils facilitaient la communication, transportant des messages entre les villes beaucoup plus rapidement qu'un voyage à pied. Les chasseurs utilisaient des patins pour poursuivre le gibier sur les surfaces gelées.
Et, oui, il y avait aussi un aspect social et récréatif. En Suède, le 26 décembre voyait traditionnellement des courses de chevaux sur les lacs et rivières gelées, un événement qui combinait sport, paris et communauté. Mais ne vous y trompez pas. Pour les enfants médiévaux, pratiquer le patinage n'était pas du jeu pur. C'était le développement de compétences pour la survie. Les tâches adultes nécessitaient la capacité de patiner, vérifier les filets de pêche à travers les trous de glace, voyager au village voisin pour le commerce ou les nouvelles, participer au marché d'hiver. Un enfant qui ne maîtrisait pas le patinage deviendrait un adulte handicapé dans sa capacité à contribuer à l'économie familiale. Le traîneau était la solution pour le transport de fret. L'avantage fondamental du traîneau résidait dans la répartition du poids. Les patins du traîneau étalaient la charge sur une longue surface, réduisant la pression par unité de surface. Cela signifiait qu'un traîneau lourdement chargé nécessitait moins d'épaisseur de glace qu'une personne marchant seule, un fait contre-intuitif mais crucial. Les traîneaux venaient en plusieurs types. Les petits traîneaux personnels servaient au voyage individuel, souvent tirés par la personne elle-même. Les grands traîneaux de fret, tirés par des chevaux, transportèrent des marchandises commerciales et des provisions. Les trouvailles de Novgorod montrent des conceptions sophistiquées, reflétant des siècles de pensée d'ingénierie. Les chevaux nécessitaient leur propre technologie spécialisée pour fonctionner efficacement en hiver. Des raquettes pour chevaux ont été trouvées au col de montagne de Lendbreen, permettant aux chevaux de travailler dans la neige profonde sans s'enfoncer à chaque pas. Les humains aussi portaient des crampons, des attachements de fer pour les chaussures ou les bottes qui fournissaient une adhérence sûre sur la glace. Ces dispositifs prévenaient les glissades et les chutes qui pouvaient être mortelles sur une surface gelée. La stratification sociale se reflétait dans la technologie hivernale. Les riches possédaient des patins en métal, des traîneaux garnis de fourrure, plusieurs chevaux et les meilleurs crampons. Les gens ordinaires utilisaient des patins en os, des traîneaux basiques et partageaient parfois l'équipement entre plusieurs familles. Les plus pauvres pouvaient avoir des skis par nécessité, mais pas de patins, et tiraient leurs propres traîneaux. Cependant, même les pauvres devaient posséder une certaine technologie. L'hiver ne faisait pas de concessions basées sur le statut économique. Cette technologie permettait le mouvement et la survie, transformant l'hiver hostile en un environnement négociable. Pourtant, même avec tous ces outils et toutes ces connaissances, les dangers restaient omniprésents. Lorsque les choses tournaient mal, et elles tournaient mal régulièrement, elles le faisaient de manière spectaculaire et souvent fatale. La glace semble solide. Vous avez testé avec votre bâton. Vous avez écouté le son rassurant. Vous avez avancé prudemment. Puis, crac. Un son aigu qui transperce l'air froid. La glace se fissure sous vos pieds. Votre cœur bondit. Allez-vous passer à travers? Un moment d'attente atroce. Puis un deuxième craquement, plus fort cette fois. Et soudain la surface cède et vous plongez dans l'eau glacée. Ce qui se passe dans les premières secondes détermine si vous vivrez ou mourrez. La science moderne a identifié ce qu'on appelle la réponse au choc froid. Un réflexe de halètement immédiat et involontaire. Les victimes médiévales ne comprenaient pas pourquoi elles ne pouvaient soudainement plus respirer. Elles supposaient simplement que l'eau froide les étouffait. En réalité, leur corps réagissait automatiquement. L'hyperventilation s'ensuit, puis la panique. Pendant ce temps, vos vêtements de laine lourds absorbent l'eau comme une éponge, doublant ou triplant leur poids, vous tirant vers le bas. Vos mouvements deviennent maladroits, désespérés, inefficaces. La première minute est critique. Les études modernes sur la survie montrent que de nombreuses victimes meurent dans les 60 premières secondes, pas par hypothermie, mais par noyade due au choc froid. Si vous restiez conscient après ce choc initial,
votre réponse déterminait votre survie. L'instinct était d'attraper le bord de la glace, mais voilà le problème. La glace qui vient de se briser sous votre poids se cassera probablement à nouveau. Vous devez étendre vos bras en avant sur la surface de la glace, répartissant votre poids. Ensuite, donnez des coups de pied pour amener vos jambes en position horizontale. Puis, nagez sur la glace en utilisant vos coudes pour vous propulser, votre corps étalé à plat. Si vous ne sortiez pas immédiatement, l'hypothermie commençait son compte à rebours inexorable. La température centrale du corps chute progressivement. À 35 degrés Celsius, les frissons commencent et la confusion s'installe. À 32 degrés, la coordination est perdue. À 29 degrés, l'inconscience survient. Qu'est-ce que les médiévaux savaient faire pour les victimes d'immersion? Sortir la victime de l'eau, évident et crucial. Retirer les vêtements mouillés, sagesse pratique, réchauffer près d'un feu. Réponse immédiate et généralement efficace. Des boissons chaudes si la victime est consciente, bon sens. Massage par friction pour stimuler la circulation. Traitement traditionnel répandu. Chaleur corporelle partagée. Coucher la victime avec une personne chaude. Technique de dernier recours. Ces méthodes empiriques étaient souvent efficaces malgré l'absence de théorie médicale. L'hypothermie en tant que condition médicale ne fut pas reconnue avant le XXe siècle. Ils ignoraient le phénomène d'après-chute ou le choc de réchauffement. Pourtant, leurs méthodes empiriques fonctionnaient souvent malgré ces lacunes théoriques. Les chroniques documentent quelques accidents spécifiques. L'incident du Rhône reste particulièrement frappant. Une pèlerine traversait la rivière gelée lorsque la glace céda sous elle. Elle survécut, mais perdit tout son argent et ses possessions. Ses compagnons de voyage ne furent pas aussi chanceux, ils se noyèrent. L'hiver de 874 vit beaucoup de gens mourir de froid. Les catastrophes militaires sur la glace possédaient un potentiel particulièrement dramatique. La bataille du lac des Glaces en 1242, combattue entre les chevaliers teutoniques et les Russes sur le lac Peipus gelé, est devenue légendaire. Cependant, le mythe selon lequel les chevaliers en armure lourde brisèrent la glace et se noyèrent provient en fait d'un film de 1938, pas des chroniques médiévales. En réalité, la glace tint bon et la bataille fut conventionnelle. Néanmoins, le lieu lui-même dépendait de la glace. Ce lac était inaccessible pour une bataille en été. Le printemps apportait ses propres horreurs. La glace préservait les corps, qui réapparaissaient lors du dégel. Les rivières rendaient leurs victimes. Le deuil communautaire suivait ces découvertes macabres, rappel du prix de l'hiver. Les enterrements devaient attendre que le sol dégèle suffisamment pour creuser, parfois des semaines ou des mois après la mort. L'impact psychologique de ces dangers ne doit pas être sous-estimé. La peur de la glace était rationnelle. Pourtant, la nécessité surmontait la peur. Ceux qui évitaient complètement la glace se condamnaient à l'isolement, à la faim, à la pauvreté. Ceux qui maîtrisaient leur peur survivaient et prospéraient. Le stoïcisme médiéval acceptait le risque comme une partie de la vie. Vous ne pouviez pas éliminer le danger, mais vous pouviez le gérer, le calculer, le minimiser à travers la compétence et la prudence. L'économie médiévale dépendait des rivières. En été, les bateaux transportaient des marchandises en vrac le long de ces artères liquides. Puis venait l'hiver, et les rivières se gelaient, les bateaux s'arrêtaient. La réponse initiale, dans de nombreuses régions, consistait simplement à accepter cet arrêt comme inévitable. Le commerce s'arrêtait. Les marchands attendirent le printemps. Mais certaines régions découvrirent quelque chose de révolutionnaire. Ils pouvaient non seulement maintenir le commerce en hiver, mais l'accélérer. La Scandinavie, la Russie et la région baltique
faisaient face à des hivers longs et rigoureux. Ce qui aurait pu être un désastre économique se transforma en avantage compétitif. Les rivières gelées étaient en fait meilleures que les routes boueuses. Le nord pouvait commercer en hiver, pendant que le sud restait paralysé. Quelles marchandises se déplaçaient le long de ces autoroutes glacées? Les fourrures constituaient une marchandise d'hiver de premier plan. Les meilleures fourrures étaient piégées pendant les mois les plus froids, quand la qualité du pelage atteignait son apogée. Les caravanes de traîneaux transportaient des fourrures russes vers l'Europe occidentale à travers les rivières gelées. Le bois d'œuvre était plus facile à transporter sur la glace et la neige qu'au sol. Les troncs glissaient sur la glace mieux qu'ils ne roulaient sur terre, avec moins de dommages au bois. Le grain stocké se déplaçait vers les marchés, bénéficiant du froid qui prévenait la détérioration. Le poisson congelé voyageait beaucoup plus loin que le poisson frais d'été. Avant les routes de glace, le poisson baltique avait une portée limitée. Après, il atteignait des villes de l'intérieur. Les articles métalliques lourds, outils, armes, clous, difficiles à déplacer dans la boue, glissaient sans effort sur des traîneaux. Les villes de marché sur les rivières gelées devenaient des centres d'activité hivernale. L'exemple de Cologne sur le Rhin gelé en 1363 à 1364 illustre cette transformation. Un marché entier sur la glace avec des structures temporaires, tentes, étals, érigées sur la surface gelée. La rivière gelée devenait instantanément une place de marché. L'atmosphère était festive, un soulagement de l'isolement hivernal. Les stratégies des marchands révèlent une sophistication dans la gestion des risques. Ils attendaient que la glace atteigne une épaisseur suffisante, chronométrant soigneusement leur départ. Ils planifiaient des routes le long des réseaux de rivières gelées. Le système de convoi offrait la sécurité dans le nombre. Plusieurs marchands voyageaient ensemble, partageant les risques et les ressources. Des éclaireurs testaient les conditions de glace en avance. Le contexte de la Ligue hanséatique mérite attention. Cette fédération commerciale de l'Europe du Nord dominait la région baltique. Leur capacité au commerce d'hiver constituait un avantage compétitif significatif. Pendant que les marchands du Sud ne pouvaient pas opérer en hiver, les marchands du Nord maintenaient des opérations toute l'année. Cette capacité se traduisait directement en pouvoir économique. Le gel des rivières créait aussi des opportunités de revenus pour les villes. Les villes plaçaient des stations de péage aux routes de glace. Des marqueurs montraient les traversées officielles et plus sûres. Le paiement achetait un service de guidage et des informations sur la sécurité. La gestion urbaine de la glace révélait des approches philosophiques divergentes. Les Pays-Bas, entre 1330 et 1800, enlevaient systématiquement la glace des voies navigables. Au début du XIVe siècle, cet enlèvement était déjà organisé. Vers la fin de ce siècle, des brise-glaces primitifs étaient introduits. L'objectif était de maintenir les canaux navigables pour la navigation. Bruges, en 1452 à 1453, gardait des brise-glaces en attente, non seulement pour le commerce, mais aussi pour des raisons militaires, afin qu'aucun ennemi ne puisse traverser les douves gelées. Les communautés développèrent des stratégies d'adaptation et de résilience. Le stockage anticipant la fermeture hivernale devenait une pratique standard. En automne, on amassait du grain, des marchandises, du combustible. L'économie s'installait dans un rythme saisonnier, chaque saison ayant ses propres modèles et opportunités. L'impact économique à long terme de ces adaptations hivernales ne peut être sous-estimé. La prospérité de l'Europe du Nord au Moyen Âge dépendait en partie de la capacité au commerce d'hiver. Les villes qui maîtrisaient l'hiver grandissaient. Les villes qui fermaient en hiver stagnaient. La géographie économique européenne moderne a des racines dans ces adaptations hivernales médiévales. Le commerce nécessitait le mouvement.
Mais un autre type de mouvement exploitait également les rivières gelées, le mouvement des armées. Les rivières gelées offraient-elles une autoroute militaire ou un piège? La guerre médiévale était une activité saisonnière. Au printemps, les armées se rassemblaient. En été, les campagnes atteignaient leur apogée. En automne, les commandants décidaient de continuer ou de rentrer. En hiver, les armées se dissolvaient en quartiers d'hiver ou retournaient chez elles. Ce cycle définissait pratiquement toute la guerre médiévale. Pourquoi l'hiver était-il si difficile? Les armées nécessitaient des provisions massives. Un soldat mangeait peut-être 2 kilos de nourriture par jour, mais son cheval en consommait 10 fois plus en poids. Multipliez cela par des centaines ou des milliers de soldats et chevaux, et la logistique devient écrasante. Le fourrage d'hiver devait être stocké à l'avance. On ne pouvait pas vivre de la terre en hiver. Les soldats souffraient du froid, des maladies et du moral bas. La plupart des commandants attendaient simplement le printemps. Cependant, parfois, un avantage stratégique surmontait ces difficultés. Les rivières gelées supprimaient les barrières. Un ennemi s'attendait à aucune attaque hivernale. La surprise équivalait à la victoire. Le risque équivalait à la récompense. Les invasions mongoles de 1237 fournissent l'exemple le plus dramatique de guerre hivernale réussie. Pendant l'hiver de 1237, les forces mongoles traversèrent la Volga gelée, initiant des invasions en Russie et en Europe de l'Est. Pour les Mongols, les rivières gelées devenaient des autoroutes pour la cavalerie. Les Russes ne pouvaient contrer cette mobilité. La vitesse était essentielle. Les Mongols frappaient avant que la défense ne puisse s'organiser. Avaient-ils appris les connaissances sur la glace d'auxiliaires locaux? Probablement. Leur génie stratégique était de retourner l'hiver européen contre les Européens. La bataille du lac des Glaces, le 5 avril 1242, opposait les chevaliers teutoniques aux Russes sur le lac Peipus gelé. À la fin de l'hiver, la glace était suffisamment épaisse pour supporter des chevaliers en armure. Le terrain offrait un champ de bataille ouvert. En été, c'était un marais inaccessible. Le résultat fut une victoire russe. L'archevêque Olaus Magnus écrivit en 1555 que la guerre sur les mers gelées était aussi commune que la guerre par navire en été pour les Moscovites et les Suédois. Dans la région baltique, la guerre d'hiver constituait une tradition. La glace comme autoroute navale permettait les navires sur patins. Les troupes sur patins ou ski possédaient une mobilité que les armées non adaptées ne pouvaient égaler. La mobilité en hiver constituait un atout stratégique majeur. Les défis logistiques de déplacer une armée sur la glace étaient considérables. Une armée signifie des centaines ou des milliers de personnes. La distribution du poids devenait critique. Les colonnes devaient s'étaler pour réduire la pression sur la glace. Des éclaireurs testaient la glace en avance, essentiel. Si la glace cédait, les pertes seraient catastrophiques. Le calcul du commandant pesait risque contre nécessité. La plupart du temps, le risque l'emportait. Les stratégies défensives contre les traversées de glace nécessitaient du travail. Briser la glace était laborieux mais efficace. Les Pays-Bas utilisaient des brise-glaces, bien que principalement civiles, avec des applications militaires claires. Bruges, en 1452 à 1453, maintenait qu'aucun ennemi n'oserait traverser les douves surgelées, grâce à la gestion active de la glace. Pourquoi les campagnes d'hiver étaient-elles si rares? Le risque dépassait généralement la récompense. Les problèmes d'approvisionnement étaient souvent insurmontables. Les maladies affaiblissaient les armées. Les commandants préféraient attendre le printemps. Les exceptions se produisaient dans des situations désespérées ou des opportunités uniques. Les utilisations militaires de la glace restaient spécialisées et rares. Les utilisations quotidiennes étaient constantes et essentielles. Pour les gens ordinaires, la glace signifiait l'isolement ou la connexion.
Le village à l'automne ressemblait à une communauté se préparant à un siège. Le 11 novembre, la fête de Saint-Martin, signalait l'abattage massif du bétail. Seuls les animaux reproducteurs et les vaches laitières survivaient l'hiver. Le reste était transformé en viande salée, fumée et stockée. Le bois de chauffage s'empilait, des mois de réserve. Le grain remplissait les greniers. Les communautés se préparaient à être assiégées par l'hiver lui-même. Le premier gel de la rivière constituait un événement significatif. Les tests commençaient avec des volontaires courageux. Le village regardait. Survivrait-il à la traversée? La première traversée réussie appelait une célébration. L'autoroute de glace était maintenant ouverte, reconnectant des communautés séparées par l'eau courante depuis le printemps. Les traversées de glace quotidiennes devenaient routinières, bien que jamais vraiment sûres. Le paysan traversait vers son champ sur la rive opposée. Le prêtre visitait la paroisse voisine. Le meunier livrait la farine. Les femmes se rendaient au marché du village suivant. Les enfants visitaient la maison de leur grand-mère. Ces traversées devenaient normales, mais le danger ne disparaissait jamais. La vigilance constante séparait les survivants des victimes. La glace servait de ligne de vie de communication. En été, les rivières séparaient les communautés. Les ferrys étaient limités, chers et lents. En hiver, les routes directes à travers la glace accéléraient tout. Les nouvelles voyageaient plus vite en hiver qu'en été, dans de nombreuses régions. Les mariages s'arrangeaient, les familles se rencontraient à travers les rivières gelées. Les affaires légales se traitaient. Tribunaux, contrats, accords. L'hiver activait les connexions sociales. Les compétences équivalaient à la survie. Les familles avec compétences sur glace prospéraient relativement. Les voyages réguliers au village permettaient le commerce, les nouvelles et les provisions. La connexion sociale maintenait la santé mentale. Les enfants pouvaient jouer avec d'autres, réduisant l'isolement. En contraste, les familles sans compétences souffraient. Le désespoir poussait parfois à tenter des traversées malgré une mauvaise compétence. Les résultats étaient souvent tragiques. Les marchés d'hiver sur les rivières gelées devenaient des événements sociaux. Les villes sur les rivières gelées accueillaient des marchés d'hiver. Des marchandises arrivaient de toute la région. Les traîneaux apportaient fourrures, bois, grains. L'atmosphère était festive, un soulagement de l'isolement hivernal. Le divertissement incluait jongleurs et musiciens. Les observances religieuses continuaient malgré le danger. Les pèlerinages évitaient généralement l'hiver, mais les visites aux sanctuaires locaux continuaient. Noël exigeait d'assister à la messe. Les traversées de glace se produisaient même dans des conditions dangereuses. La foi plus la nécessité égalèrent le risque. Le dégel de printemps apportait libération et danger. La rupture de la glace constituait un événement annuel. Le son, craquement, fracas, la vue, plaques de glace flottant en aval. Le soulagement, l'hiver était terminé. Mais le danger, la glace mince était la plus dangereuse. Elle paraissait sûre mais ne l'était pas. Les traversées de fin d'hiver étaient les plus fatales. La stratification économique façonnait l'expérience hivernale. Les riches restaient à l'intérieur la plupart du temps. Les serviteurs faisaient les traversées de glace pour chercher des provisions. Les foyers garnis de fourrures maintenaient des feux. Les pauvres devaient travailler malgré le froid. Le travail en extérieur, récolte de glace, coupe de bois, l'impact sur la santé. Les riches survivaient l'hiver mieux que les pauvres. Les liens communautaires se renforçaient en hiver. Les épreuves hivernales étaient une expérience partagée. L'aide mutuelle, tentative de sauvetage, provisions partagées. Les récits, longues nuits d'hiver. Les histoires de traversées de glace, héros et victimes. La mémoire sociale, qui est tombée à travers, qui a sauvé qui.
La réputation se construisait sur la compétence hivernale. Ces expériences quotidiennes variaient selon la région. L'Angleterre contre la Russie présentait des hivers différents, nécessitant des adaptations différentes. La Tamise gela 24 hivers, entre 1400 et 1831. Mais ces gelées étaient imprévisibles. Certains hivers restaient doux, sans glace. D'autres voyaient un gel solide pendant des semaines. Les Londoniens médiévaux ne pouvaient pas compter sur la glace comme un élément fiable de l'infrastructure hivernale. Le pont de Londres médiéval influençait le gel. Ces piliers étroitement espacés piégeaient la glace entre eux. Cet effet de barrage rendait le gel solide plus probable. En 1309, la Tamise gela si solidement que les gens dansèrent sur la glace. Des feux furent allumés sur la surface, le début des festivals qui s'étendraient dans les siècles ultérieurs. L'adaptation anglaise restait limitée. Les compétences sur glace se développaient moins qu'en Scandinavie. Les ponts offraient une fiabilité toute l'année, donc l'investissement dans l'infrastructure permanente avait plus de sens. Les routes de glace étaient opportunistes, pas systématiques. Le système du Rhin en Allemagne présentait une situation différente. Le Rhin était une autoroute médiévale majeure. Le gel était régulier, mais variable. Le commerce allemand dépendait des rivières. Les routes de glace étaient supplémentaires, pas centrales. La stratégie hivernale principale restait le stockage automnal. Les Pays-Bas adoptaient une philosophie différente, la résistance active. Le réseau de canaux constituait la colonne vertébrale économique. Le gel menaçait l'économie entière. La réponse, enlèvement systématique de la glace. L'objectif était de maintenir la navigation. La Scandinavie, la Suède et la Norvège faisaient face à des hivers longs et rigoureux. La glace et la neige étaient centrales à la vie. La culture du ski et du patinage se développait profondément. L'hiver était souvent préféré pour le voyage, meilleur que la boue estivale et les sentiers forestiers difficiles. Le 26 décembre voyait des courses de chevaux sur les lacs et rivières gelées, une tradition culturelle révélant une attitude positive envers l'hiver. Les itinéraires suédois documentaient explicitement chemin d'été contre chemin d'hiver. Les routes d'hiver étaient plus rapides et préférées. L'attente culturelle, le voyage d'hiver était supérieur, pas inférieur. La Russie représentait la maîtrise ultime de l'hiver. Les vastes distances rendaient les rivières gelées essentielles. La Volga, le Dniepr et d'autres devenaient des autoroutes hivernales. Les vitesses de traîneau atteignaient 150 km par jour. Le voyage d'hiver était plus rapide que l'été. Les routes commerciales russes exploitaient la glace. La route des Varegs aux Grecs utilisait partiellement la glace. L'hiver activait des routes impraticables en été. Le commerce avec Byzance continuait toute l'année grâce aux routes de glace. Le climat façonnait la culture. Les régions froides s'adaptaient et prospéraient. Les régions plus chaudes luttaient et évitaient. L'identité culturelle était façonnée par l'hiver. La maîtrise hivernale russe était une source de fierté nationale. La rareté de la glace anglaise était vue comme une curiosité. Sans thermomètre, sans formules mathématiques, sans manuels écrits, pourtant les peuples médiévaux développèrent une compréhension sophistiquée de la glace. Des siècles d'observations empiriques, transmis oralement de génération en génération, créèrent un corpus de connaissances qui sauva d'innombrables vies. Ce que nous avons découvert ensemble dans cette exploration révèle non pas l'ignorance de l'âge sombre, mais plutôt l'intelligence humaine s'adaptant aux défis environnementaux. Récapitulons les règles qui gardaient les gens en vie. Testez avant de faire confiance, répartissez votre poids, ne voyagez jamais seul, connaissez la météo, suivez les chemins éprouvés, évitez les dangers évidents, habillez-vous pour l'immersion,
Le timing est tout, et par-dessus tout, respecter la glace. Ces principes ne constituaient pas de la superstition, mais de la sagesse de survie, forgée par l'expérience tragique et le succès durement gagné. Les rivières gelées évoluèrent d'obstacles redoutés en opportunités exploitées. La technologie amplifia cette transformation. Les skis distribuaient le poids sur la neige profonde, les patins offraient une mobilité rapide sur les surfaces gelées, les traîneaux transportaient des charges lourdes avec une pression minimale, et les crampons donnaient l'adhérence essentielle. L'économie s'adapta. Les réseaux commerciaux divers connectaient les communautés. Le mythe de l'âge sombre s'effondre face aux preuves. La connaissance médiévale sur la glace était remarquablement précise. Les épaisseurs traditionnelles de glace sûre correspondent presque exactement à ce que la science moderne confirme. Leurs techniques de test, visuelles, sonores, tactiles, étaient efficaces. Leur technologie de crampons montrait une pensée d'ingénierie sophistiquée. La science moderne, lorsqu'elle est finalement arrivée, n'a pas réfuté les connaissances médiévales. Elle les a simplement formalisées. L'identité régionale s'entrelaçait avec la compétence hivernale. En Scandinavie et en Russie, la maîtrise de l'hiver constituait une fierté culturelle. Les compétences se transmettaient comme un héritage essentiel. Les sports d'hiver modernes ont des racines médiévales profondes. La compétence sur glace reste valorisée dans ces cultures aujourd'hui. Mais reconnaissons le coût. Tous ne survécurent pas. Les noyades se produisaient chaque hiver. Les morts par hypothermie étaient communes. Les corps récupérés au printemps servaient de rappel sombre. Le risque était accepté comme une partie de la vie. Le stoïcisme médiéval ne surgissait pas de l'indifférence, mais de la nécessité. Quand l'alternative à la bravoure était la famine, le courage devenait inévitable. Les parallèles modernes soulignent la continuité. Les routes de glace sont encore utilisées au Canada, en Scandinavie et en Russie. Les peuples autochtones de l'Arctique maintiennent des connaissances traditionnelles. Les directives de sécurité modernes combinent les connaissances traditionnelles avec la science. La formule de Gold des années 1960 à 1970 formalisa des siècles d'observation empirique. Nous nous tenons sur les épaules d'expérimentateurs médiévaux qui ont payé pour leurs connaissances avec leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Plusieurs leçons émergent. La connaissance empirique a de la valeur. Avant que la science ne formalise, l'observation fonctionne. La nécessité stimule l'innovation. Les médiévaux ne pouvaient éviter l'hiver, donc ils le maîtrisèrent. La connaissance locale est importante. Les règles générales plus l'expérience spécifique égale la sécurité. La technologie amplifie la capacité. Les skis, les patins et les traîneaux transformèrent l'hiver de menace en opportunité. Les liens communautaires sont essentiels. La traversée de glace était une activité sociale, pas un acte solitaire, et l'aide mutuelle sauvait des vies. Le respect pour la nature reste vital. La glace était imprévisible. La surconfiance tuait. L'adaptation est possible. Même dans les climats les plus rigoureux, les humains prospèrent s'ils apprennent. Derrière les règles et la technologie se tenaient des individus. Le marchand testant la glace pour nourrir sa famille. La mère traversant au marché pour alimenter ses enfants. Le soldat avançant sur la rivière gelée, suivant les ordres, terrifié. L'enfant apprenant à patiner, héritant du savoir ancestral. L'ancien enseignant aux jeunes, passant le flambeau. Ce sont ces histoires humaines qui donnent vie à l'histoire. La traversée de rivières gelées médiévales constitue un microcosme de l'adaptabilité humaine. Confrontés à un défi mortel, les humains l'ont compris, maîtrisé et même exploité. Sans instruments scientifiques, ils utilisèrent leurs yeux, leurs oreilles,
leur expérience et leur courage. Ils construisirent un système de connaissances aussi sophistiqué que leurs outils le permettaient. Ce système sauva des vies, permit la prospérité et façonna l'histoire. En regardant en arrière depuis notre perspective moderne, il est facile de se moquer de la superstition médiévale. Mais leur connaissance de la glace était scientifiquement solide. Nous avons des thermomètres et des formules aujourd'hui. Ils avaient des siècles d'essais, d'erreurs, de tragédies et de succès. Les résultats étaient remarquablement similaires. Le respect est justifié pour cette réalisation médiévale. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration de l'hiver médiéval. Nous avons découvert ensemble comment les rivières gelées devenaient non pas seulement des obstacles, mais des autoroutes, des champs de bataille et des lignes de vie. Les règles n'étaient pas de la superstition, mais de la sagesse de survie. Les technologies n'étaient pas primitives, mais ingénieuses. Les gens n'étaient pas ignorants, mais observateurs et braves. Revenons à notre image d'ouverture. Le marchand au bord de la rivière gelée, son bâton à la main, testant la glace. Maintenant, nous comprenons son calcul, sa technique, son courage. Il traverse en utilisant les méthodes que nous avons apprises, testant continuellement, répartissant son poids, écoutant les sons de la glace. Il atteint l'autre rive. Il survit à un autre jour d'hiver. Derrière lui se trouvent des siècles de connaissances durement gagnées. Devant lui se trouve son village, sa famille, la vie qui continue. La glace est temporaire, mais la connaissance est éternelle, transmise de génération en génération, de survivant à survivant, jusqu'à nos jours modernes où nous pouvons regarder en arrière et enfin comprendre.